Là, actuellement, c'est des bons bras, on va essayer de les conserver le plus longtemps possible. Il serait même heureux, on l'a dit tout à l'heure, il serait même heureux que certains d'entre vous, plus de certains d'entre vous, c'est une façon de parler, que les petits agriculteurs ou ceux qui ne font plus d'agriculture, qui s'en aillent. Il va falloir qu'il y en a qui s'en aillent. Celui qui veut être rentable et qui n'a pas la terre, qui n'a pas le quota, le gars, il est prêt, il aime ça, l'agriculture, il voudrait en faire. Mais il n'y a pas de ressources, il faut lui en trouver quelque part. Ce qui veut dire que c'est peut-être son voisin qu'il faudrait qu'il s'en aille. C'est peut-être lui, mais à un moment donné, il va falloir qu'il en parte. Parce qu'actuellement, nos fermes, on l'a dit, en moyenne, je pense que c'est 19 vaches par ferme. Alors, on le sait que le troupeau de 19 vaches, je pense que vous le savez tous, c'est pas un troupeau rentable. Alors, il va falloir consolider les fermes, en fait, les fermes rentables. On a dit tout à l'heure qu'on voulait passer dans la zone 1 de 2200 fermes à 1400. Ça veut dire que il y a 800 fermes, là. On dit des fermes, en fait, c'est pas des fermes, c'est plutôt des propriétaires fonciers, là. J'ai des vraies fermes, les autres ne sont pas intéressés avant. Mais il y a 800 propriétaires fonciers qu'il faudrait qu'ils laissent le terre à des vrais agriculteurs qui seraient intéressés à faire de l'agriculture. Ça, pour un bout de temps, ça ne sera pas un problème qu'il y en ait qui partent. Mais il ne faut pas non plus que tout le monde s'en aille. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Il faut conserver les meilleurs, mais il faut les conserver, il faut leur rendre l'agriculture assez rentable pour que les gars soient intéressés à y rester. C'est sûr. Alain Tremblay, je me demande ce que tu as trouvé la rentabilité du bœuf maigre. Parce que je me un peu, tu m'engaines avec des vaches à petits filles, puis je t'inquiète. Non, je me demande si tu vas trouver la rentabilité dans du bœuf maigre. C'est-à-dire que certains territoires font du bœuf maigre. J'ai quasiment un peu que tantôt tu dis des vaches à petites filles. Ça m'inquiète. Quand on parle de faire du bœuf maigre, en fait, c'est avec les vaches à petits pieds. C'est avec ceux-là qu'on peut faire du bœuf maigre. Je ne parle pas de la vache, mais je parle de son veau, par exemple. Disons que la rentabilité peut être trouvée assez facilement si on ajoute une aide à la production. On ne vous dit pas que le bœuf, actuellement, pour une petite ferme, serait rentable. Par exemple, une ferme, disons, de 40 vaches de boucherie actuellement, là, avec l'aide qui existe dans la province, est-ce que ça serait rentable? Disons qu'on peut en douter. On peut en douter. Maintenant, on vous a dit qu'il y avait des mesures possibles pour aider les producteurs de bœuf. Alors, avec ces mesures-là, on espère justement rendre le bœuf rentable. C'est la production traditionnelle, en fin de compte. Pardon? En plus, c'est de faire ça pour plein de bœuf. C'est là que tu vas faire. C'est comme même dans la construction. Plus tu as longtemps de construction, plus tu peux faire. Le bœuf, c'est un peu pareil. Parce que j'ai pas compris la question. Hein. Si le bœuf, c'est comme le bœuf, c'est comme le porc. Plus on a longtemps, plus il fait. Ah oui, c'est sûr, ça. C'est sûr. Moi, mais ça dépend. Si on se compare avec des régions, par exemple, comme, disons, les régions du sud, dans la région de Montréal, où le bœuf peut se faire peut-être avec des grains, du maïs, peut-être en 12 mois ou 14 mois, mais il faut que vous considériez que ces gens-là, par exemple, ont peut-être 250, 300, 400 $ d'investissement à l'autre, seulement sur le fond de terre. Alors que dans les terres qu'on parle, on a seulement 50 $ de l'or. Alors, il faut penser que les investissements ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que ça peut. Je ne vous dis pas qu'on peut tirer, engraisser un bourillon à 36 mois qui va être rentable. Non, je suis d'accord. Mais on peut rendre un bourillon à 18 mois, puis il peut être rentable. Il peut l'être rentable. Il faut être sûr de ça. Si les investissements, si c'est fait sur de la terre, justement, qui est à prix quand même modéré, pas de la terre à 200 $ de l'or. Écoutez, une ferme, on a dit de 250 à 350. Calculez ça à 200 $ de l'or, puis vous allez voir que ça fait une drôle de valeur tout de suite sur le fond de terre. Mais nos terres en valent 50 dans zone 2 où on veut faire le bœuf en moyenne. Alors ça fait quand même 4 fois moins comme prix de base. Ça veut dire que ça peut nous permettre de tenir un petit peu plus longtemps notre bœuf. Je ne vous dis pas 8 mois de plus ou 10 mois de plus, mais 4 mois, 3 mois, possiblement même peut-être 5 mois, puis être encore rentable. D'ailleurs, lorsqu'on va passer dans les paroisses, on va faire une tournée générale avec tout le dossier, on va emmener justement des budgets pour montrer quelle peut être la rentabilité du bœuf de boucherie dans ces régions-là. Maintenant, quant à la production de bœuf laitier sur les fermes laitières, il est prouvé depuis très longtemps que le bourillon laitier est très rentable. Sans aucune subvention, il est très rentable. Il est prouvé qu'il est rentable. Pas seulement dans la région de Montréal, il est prouvé qu'il l'est partout. Je pense que vous n'êtes pas pire, vous êtes capable de faire des grains comme peut-être pas du maïs, vous pouvez faire de l'orge, possiblement même du blé. Alors, il est possible de finir du bœuf. Pas d'accord avec toi de l'orge. L'orge dans la région en vient plus ou moins. Elle vient plus ou moins sur les sols qui ne sont pas préparés. Si le sol est préparé, l'orge va venir peut-être même mieux que l'avoine. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Parce que comment il se fait qu'il y a des producteurs qui réussissent très bien l'orge?
Mais nécessairement, ça prend une terre qui est drainée, ça prend une terre qui est fertilisée en conséquence. C'est sûr. C'est plus exigeant que l'avoine, ça c'est sûr. Demande plus d'engrais aussi. Mais par contre, plus profitable, plus rentable, plus rendement meilleur, plus énergétique pour l'alimentation, etc. Tandis que dans la production laitière, vous en sentez peut-être moins le besoin parce que vous achetez la plupart du temps des concentrés tout frais, mais dans la production de bœuf, c'est complètement différent. L'offre peut être servie simplement moulue avec la boîte. C'est peut-être une différence pour les producteurs de lait. Oui, vous voulez convertir les places qui n'ont pas été rentables pour l'industrie laitière en bœuf à boucherie. Et puis on sait que pour avoir un troupeau à boucherie, au point de vue rentabilité, c'est vague pour rentabilité, ça. C'est vague pour rentabilité. C'est proche. Bon. En fait, pour cultiver du bœuf à boucherie, ça prend des grands étendues de terre. Voyant le nombre d'étendues de terre pour cultiver en bœuf à boucherie, ça prend, disons, 300 à 100 euros. Pour dire, 60 têtes de bétail, ça c'est pas rentable pour quelqu'un. Ça prend 100 têtes, monsieur. 60 têtes, mais je pourrais ça seulement viable, mais non pas rentable. Et puis, vous savez qu'une terre cultivée, 400 heures cultivée, ça prend du monde. Parce que pensez pas que ces terres-là, il ne faudra pas faire la rotation dessus, parce qu'une terre non cultivée, ça rend pas toujours. Cet hiver, à l'école, on sortait de bons profits sur le côté. Messieurs, je pense pas de même. Ensuite, si vous pensez qu'un homme suffit à 200 heures pour élever de bœuf à boucherie, jamais. J'en ai élevé quelques bêtes, oui. Et puis enfin, il faut se mettre à l'évidence, ça prend 6 mois d'hivernement dans l'année ici ou l'ouest. Puis ça prend du fourrage, monsieur, pour soigner ça l'hiver. Il faut engranger tout l'été pour nourrir ça l'hiver. Bon, avant que le ministre il s'en vient, c'est le temps de demander du secours parce qu'on est en péril. Pas vrai? Bon, disons que justement, la question de l'aide, on vous a dit qu'on attendait, c'est le ministre qui va faire l'annonce des projets. Là, vous dites que l'hivernement ici est très long. On est très d'accord avec vous autres. On s'est servi aussi nous, de cet argument-là pour passer notre projet. La question de l'hivernement, qui est plus longue dans les régions, soit la région centrale de la province ou soit les régions sud. Maintenant, pour la question de la rentabilité du bœuf, écoutez, on ne pense pas, on ne croit pas non plus que les gens vont se lancer dans le bœuf avec des troupeaux de 100 vaches à partir de demain. D'ailleurs, ce ne serait pas la meilleure solution. L'élevage du bœuf, d'abord, il faut l'apprendre. C'est comme le lait, la production laitière, un producteur, avant de devenir un bon producteur, il faut qu'il l'apprenne. Alors, ce qui veut dire qu'il faut donc que le gars, d'abord, si le gars devient un producteur de lait, il n'est pas nécessairement obligé de tout sacrer sa production laitière du jour au lendemain pour se lancer dans un troupeau de 100 vaches de boucherie. Oui, mais minute, si vous y coupez les services, ce type-là, là. Si vous restez dans le lait, mais si vous y coupez les services, vous n'irez pas chercher du lait 10 000, monsieur. Il n'est pas question de couper les services. Ça s'est fait dans la Gaspésie, ça, il y a des gars qui sont restés là. Ben, il est sûr et certain, écoutez, actuellement, qu'est-ce qui se produit? Si vous avez des producteurs qui vont se trouver très éloignés dans le bout d'un rang tout seul, là, actuellement, là, je pense bien que même sur un programme, il y a des programmes où il n'y en a pas, si le gars n'a pas assez de lait, pas assez de lait à livrer, il n'ira pas y chercher, d'une façon ou d'une autre. C'est pas nouveau, ça. En fait, c'est pour sauver des coûts à tous vous autres. Si le coût du transport vous coûte le double parce que vous avez 4-5 gars qui sont éloignés dehors au vert, ben, je suis bien d'accord que soit l'ACL, qu'elle aille plus chercher le lait. Qu'elle ramène ce gars-là en zone laitière s'il veut faire du lait. Il va avoir des aides pour se déménager en zone laitière. Oui, mais se déporter, vous savez ce que ça coûte pour quelqu'un. Non, mais justement, moi, c'est prévu, il y a des programmes prévus pour ça, pour vous aider à faire. Il y a le point de moralité aussi. Si c'est pas rentable de transférer, vous allez le voir. Quand vous aurez les chiffres en main, là, vous pourrez dire, ben, c'est payant, disons que ça compense ou ça compense pas. Après ça, celui qui change de ligne, là, sachez que ça prend 3 ans avant d'avoir un rendement. Ces 3 ans-là, ce qu'il va faire. Ben, vous allez attendre. On va faire du bien-être. Vous voudriez me faire avancer sur les programmes, mais je ne peux pas les dire. Vous allez les savoir tout à l'heure. Bienvenue, M. le ministre.
vous me permettez, vous allez reprendre vos places. On continuera la période des questions par la suite. Je m'excuse de vous déranger. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur les représentants du ministère, mes chers amis, ça fait plaisir de souhaiter la plus cordiale bienvenue au ministre de l'Agriculture et son équipe de s'être déplacés pour venir nous rencontrer. Cependant, avant de laisser la parole à M. Choquette, qui va faire la présentation, je voudrais profiter de l'occasion pour faire les commissions que vous m'avez données cet avant-midi. alors, M. le ministre, cet avant-midi, nous avons commencé nos délibérations à 10 heures et nous avons pris 1 heure pour étudier les politiques qu'on voulait faire modifier, qu'on demanderait d'être modifiées en fonction des implications qu'ils apportent avec l'usure de tous les jours de ces mesures-là. Alors, je voudrais vous transmettre 3 demandes un peu particulières à votre attention. Alors, bien sûr, nous le ferons par écrit par la suite, mais étant donné qu'on n'a pas l'occasion de les faire souvent de vive voix, ce n'est pas qu'on ne peut pas aller vous rencontrer, parce que j'avais vous nous refuser, mais tout de même, on trouvait l'occasion assez belle. Cet avant-midi, nos agriculteurs ont pris connaissance de certaines résolutions que nous avions eues de nos syndicats locaux de l'UCC en regard à des modifications qu'ils verraient faire à l'assurance récolte. À savoir que quand on parle de remplacement de prix ou à la tonne de foin, de remplacement qui est fixé à 16 piastres la tonne, et de même pour le grain, il voudrait voir modifier cet article-là, à savoir que quand ce foin est à 40 ou 50 piastres la tonne, ben, il trouve que 16 piastres, c'est pas cher, et il en est de même pour le grain. Alors, Monsieur le ministre, alors on porte à votre attention cette modification qu'on voudrait voir étudier et remédier autant que possible, qu'on croirait juste s'il fallait que ça soit flexible afin que ça s'ajuste au coût du prix du foin et du grain au temps où le sinistre passe. La deuxième est la suivante, c'est au sujet des drainages souterrains. Nous avons un certain malaise dans la région ici en rapport avec le drainage souterrain, à savoir les plans de drainage. Alors bien sûr, Monsieur le ministre, on sait pareil comme vous, même vos officiers du ministère le savent parfaitement bien, qu'il y a beaucoup de plans de drainage qui ont été faits dans le passé qui ne sont probablement peut-être pas jamais exécutés, ou au moins qui ne sont pas prêts à être exécutés, ce qui fait que certains agriculteurs aujourd'hui voudraient poser du drainage et ont fait des demandes et ne sont pas capables d'avoir le service donné par votre ministère pour faire leur plan afin de pouvoir faire leur drainage souterrain. Alors, nos membres ici présents seraient heureux s'il y avait une modification d'apporter. Alors, soit que vous le fassiez faire par le ministère, n'aurait même pas d'objection si c'était fait même par des firmes privées. Mais il voudrait bien qu'il y ait un ajustement d'apporter à ce sujet-là. La troisième, c'en est une petite qui arrive occasionnellement. Alors, bien sûr que nos agriculteurs
son ressenti aussi à souhaitant de ce qui s'est passé à travers la province au sujet des désastres aux récoltes l'année passée, et que le prix des grains et des graines de semences est très coûteux à ce printemps. Ce qui fait que nos agriculteurs vous demanderaient de leur venir en aide pour les grains et les graines de semences de cette année. Alors, c'était les 3 petites choses qu'on avait apportées à votre attention et que nous aimerions bien voir étudier, et surtout la dernière, bien sûr, parce que les gens achètent au prix de 8 $, 8,5 $ le 100 livres d'investissement. Alors, ils vous demanderaient de venir en aide. Alors, nous confirmerons ces demandes, Monsieur le ministre, et on ne serait pas fâché même si vous pouviez nous répondre aujourd'hui, mais on comprend que ça peut peut-être être difficile, mais on aimerait avoir votre point de vue là-dessus. Alors, je cède immédiatement à M. Choquet, le coordinateur régional de micro, qui va vous présenter son équipe, l'équipe du ministère, et aussi vous présenter M. le ministre. M. Choquet. Merci, M. Fortin. Alors, mes chers amis, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue pour vous, M. le ministre de l'Agriculture, M. Normand Toupin. J'aimerais aussi vous présenter l'équipe qui a suivi M. Toupin dans ce voyage. Ce sont tous des gens qui sont liés directement au programme d'aménagement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je commencerai par le sous-ministre, le Dr. Camille Julien. Directeur général des bureaux et laboratoires régionaux, M. Hubert Melançon. Le responsable des projets spéciaux au ministère de l'Agriculture, M. Jérôme Arcan. Je voudrais souligner aussi la présence dans la salle de quelques personnalités qui ont collaboré aussi énormément avec nous autres dans tout ce programme d'aménagement du territoire. Évidemment, il y a M. Xavier Fortin que vous voulez l'entendre, M. Yves Gagnon de l'OPDQ, M. Gagnon est le délégué au plan pour la région. Il y a M. Thomas-Louis Simard, directeur du CRD. M. Paul Tremblay de la chaîne coopérative. Enfin, il était là tantôt. M. Paul-Émile Gagnon, président de l'ACL. Alors, mes chers collaborateurs, je n'ai pas l'intention de vous présenter le ministre de l'Agriculture du Québec de la façon traditionnelle et plutôt longue, puisqu'il est bien connu des fonctionnaires et des gens de l'UPA. Ces derniers, d'ailleurs, ont connu M. Toupin alors qu'il était militant au sein de l'association en Abitibi et plus récemment dans la région de Trois-Rivières. Je me contenterai de vous dire que l'esprit d'équipe et l'ardeur au travail qui anime actuellement la direction du ministère de l'Agriculture se traduit par un dynamisme sans pareil dans cette région pour tout ce qui touche de près ou de loin l'agriculteur. Ceux qui ont la chance de travailler de près avec M. Toupin pourront dire avec moi qu'il fait confiance aux gens du Saguenay et du Lac-Saint-Jean afin qu'ils cernent eux-mêmes leurs problèmes, leurs réels problèmes agricoles, et élaborer des solutions qui s'imposent. Alors, je pense que ceci a été fait, on va le voir aujourd'hui. Il y a une relation directe, M. le ministre, entre cette confiance que vous nous faites et l'enthousiasme qui règne chez nous. De plus, votre enthousiasme pour améliorer le sort de l'agriculteur nous est contagieux et nous donne une injection d'énergie. Votre présence parmi nous aujourd'hui, malgré un horaire impossible pour un homme ordinaire, sera un stimulant, nous aidant à poursuivre notre rêve d'une véritable mutation de l'agriculture dans la région 12. Alors, sans plus de préambule, je vous invite donc, M. le ministre, à lancer officiellement cette nouvelle série de mesures incitatives qui va nous permettre véritablement d'orienter notre agriculture en fonction de notre potentiel biophysique et socio-économique. Monsieur le ministre. On va me donner une chance à cause de
ma grandeur, évidemment, plus haut. Alors, Monsieur le Président, messieurs les agriculteurs, les responsables du ministère régional et provincial, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour continuer la discussion que nous avions déjà un peu dans le passé amorcée ensemble. Je me rappelle l'an dernier, j'étais venu vous rencontrer et j'avais tenté de vous expliquer les politiques que le ministère de l'Agriculture voulait mettre de l'avant dans les grandes lignes en vue de stimuler davantage ce secteur économique qui est de plus en plus important pour l'ensemble de l'économie régionale, pour l'ensemble de l'économie provinciale et aussi, bien sûr, pour l'ensemble de l'économie canadienne, pour que ça puisse se développer, ce secteur de l'agriculture, à un rythme aussi normal que les autres secteurs de l'économie. Nous avons, dans ce cadre-là, préparé des programmes particuliers pour différentes régions du Québec. Un en particulier a déjà été lancé en Abitibi, un autre qui était déjà en place, mais qu'on a tenté d'améliorer dans le Bas-Saint-Laurent, et un troisième qu'on veut maintenant lancer ici dans la région. Ces programmes que nous mettons à votre disposition, on est bien conscient que ce ne sont pas des programmes miracles. Un programme à lui seul n'arrive à peu de choses si on ne l'utilise pas. Et si toutefois on ne l'utilise pas, c'est parce que le programme n'est pas adapté aux besoins de la région. C'est la raison pour laquelle que nous sommes disposés, dans le cadre d'un programme comme celui-là, à vous le présenter, à le regarder avec vous, à vous le laisser digérer, et après, si toutefois il s'avère nécessaire, il s'avère utile que nous apportions certains changements, on n'aura pas d'inconvénient. On va être ouvert au changement. On l'a fait dans le Bas-Saint-Laurent pour une couple de programmes, on l'a fait un peu en Abitibi aussi pour un programme ou deux, et ici, si ça ne colle pas à la réalité et à vos besoins, on est prêt à regarder comment on pourra l'amender dans une perspective de plus grande efficacité. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce programme de zonage agricole pour la région, permettez-moi de dire un mot d'abord sur ceux qui ont travaillé sur le programme, les fonctionnaires du ministère au niveau de la région et également les fonctionnaires du ministère au niveau de la province. Je sais que les organisations agricoles de la région ont également apporté leur collaboration. Et c'est excessivement important que ceux qui sont dans le champ, qui sont dans les problèmes, puissent apporter leur collaboration à l'élaboration des programmes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'UPA a été, soit directement, soit indirectement, mêlée à la confection d'un certain nombre de programmes, tout au moins mêlés aux principes qui ont présidé à la mise en place des programmes. Alors, je voudrais les remercier, d'abord, les fonctionnaires de la région et aussi ceux de la province pour ce magnifique travail qu'ils ont accompli en vue de doter l'agriculture de programmes nouveaux et ainsi l'aider à se développer un peu plus rapidement sur le plan économique. Votre président, tantôt, m'a fait peur un peu. Quand il m'a dit on aurait quelques petites remarques à faire, je me disais, des petites remarques, je ne suis pas certain, c'est peut-être des grosses remarques. Je pensais que vous aviez eu le temps d'étudier le programme au cours de la journée. Je me disais peut-être qu'il va me dire que le programme ne colle pas pantoute. Alors j'ai eu peur un petit peu, mais je me suis rendu compte après que c'était des points importants, bien sûr, qu'il a soulevés et qui viennent, je pense, des syndicats locaux et que je vais traiter rapidement un peu avec vous. Il y en a 3 points. Le premier, c'est celui de l'assurance récolte. L'assurance récolte, on est bien conscient de ça. On est précisément en train de regarder comment, si toutefois on applique ce qu'on appelle le programme des valeurs de remplacement, c'est-à-dire la différence qui existe entre ce qui existait comme prix à un moment donné par rapport à ce qu'on a payé à un moment donné. Alors on est en train de regarder ça pour savoir comment cette année on va appliquer ce programme des valeurs de remplacement.
On peut jouer assez facilement sur ces critères-là. Ce n'est pas dans la loi, ce sont des résolutions de la Régie. Normalement, ça devrait être dans les règlements, mais la Régie n'a pas fait de règlement. Elle procède surtout par décision des régisseurs. Ça devient une sorte de résolution et par conséquent, ça prend forme de règlement. Alors là-dessus, on va examiner comme il faut cette question-là et on va mettre un peu plus que par les années passées à cause des prix si on applique les valeurs de remplacement ou le programme des valeurs de remplacement cette année. Et probablement que ce programme-là sera appliqué. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, le programme des valeurs de remplacement. C'est le troisième programme ça, de la Régie d'assurance récolte. Vous avez le premier qui s'applique au pâturage, vous avez le second qui s'applique aux grandes cultures, aux foins, aux pertes physiques, tout compte fait, et vous avez le troisième qui s'applique sur la différence des prix, qu'on appelle les valeurs de remplacement. Alors, on va essayer là-dessus de vous aider, mais je pourrais vous dire plus, c'est qu'on a un comité qui siège présentement au niveau du ministère, sur lequel se trouve un représentant du ministère et des représentants de la Régie, de l'assurance récolte. Le but de ce comité, c'est de reviser les programmes en place, de voir quels seront les nouveaux programmes qu'on devra mettre de l'avant et d'amender la loi en conséquence. Et on espère être capable d'apporter des solutions à ce problème-là avant l'automne, c'est-à-dire amender la loi avant l'automne pour que nous puissions appliquer nos programmes dès le printemps prochain. On ne l'appliquera pas, ce programme-là, on ne l'acceptera pas d'ailleurs au ministère sans qu'on ait consulté les agriculteurs. Alors l'UPA sera consulté là-dessus. Lorsque nous, on parle de consulter les agriculteurs, on parle surtout, évidemment, de l'association professionnelle. On va la consulter, on va discuter avec elle des propositions que nous fera le comité, et si toutefois il y a des changements à apporter avant que la loi soit amendée, ben, on les apportera pour l'ajuster encore mieux aux besoins des agriculteurs. On pense, et je vous le laisse comme ça vous donnera l'occasion de réfléchir, on pense peut-être à deux paliers d'assurance. On pense à une sorte d'assurance obligatoire où tout le monde sera couvert, où tous les producteurs seront couverts et auxquels ils seront appelés à participer. Ça sera un programme de base qui ne sera pas tellement onéreux vis-à-vis des agriculteurs, mais qui va apporter une couverture générale. Et un deuxième programme ou un deuxième aspect où on pourra prolonger ce programme de base-là par des assurances individuelles. Alors, c'est un peu dans la perspective là, dans laquelle on pense. Alors, si toutefois vous avez des réflexions à faire à ce niveau-là, pour vous préparer au moment où on le discutera avec les producteurs, ou au moment où on consultera avant d'amender la loi. Au niveau du drainage, il y a un contrat qui va être donné ici dans la région bientôt à une firme privée pour faire préparer des plans de ferme. Le contrat est en préparation. Alors on espère qu'ils vont pouvoir travailler cette année. Le docteur Julien me disait tantôt que ça va être possible qu'ils puissent travailler cette année. Cette année, en plus de faire les plans de ferme pour le drainage, on fait travailler aussi, je pense, sur les plans de drainage de surface et sur la perméabilité du sol. De telle sorte que ça sera complet. Vous aurez un plan de ferme assez complet. Et ce sont des plans que vous pourrez vous procurer au bureau sans que ça coûte un sou, je pense, ou quelques 20 $. Alors, c'est quand même pas tellement onéreux pour un plan comme celui-là. Mais on rencontre un problème ici, et puis on n'en est pas nécessairement responsable, c'est pas nécessairement de notre faute, c'est qu'il y a suffisamment de plans de préparés dans la région, mais ce ne sont pas les bons. Il y a des plans de fait disponibles, les agriculteurs qui peuvent se procurer ces plans-là, ont décidé de ne pas faire tout de suite le drainage. Puis ceux dont les plans ne sont pas faits, mais ceux-là, ils voudraient en faire tout de suite. Alors on a assez de plans disponibles, mais ce n'est pas les plans des bons gars. Alors, ce qu'on apporte comme correction là, avec le programme de recherche, là, ça va corriger probablement ce problème-là. Alors, le problème des désastres, là, si vous permettez, M. le Président, je m'en vais l'emmener avec moi puis je vais l'examiner. J'aime mieux pas le commenter tout de suite. Je ne sais pas d'abord s'il y aurait avantage à ce qu'on apporte de l'aide. Probablement que de votre côté, vous êtes d'accord parce que les grains sont chers.
Mais il faudra faire attention aussi pour pas qu'une subvention agisse encore davantage sur le prix des grains, sur le prix de la graine de semence. Alors, il faut analyser ça comme il faut, sur tous les angles. Et on est conscient aussi que vis-à-vis certaines catégories de graines de semence, mais il n'y en a pas de disponibles, ou à peu près pas. Il y en manque. Il faut faire en sorte, nous répètent les documents et la loi, que les soins soient plus continus. Actuellement, un enfant ou une mère de famille reçoit les soins peut-être de l'unité sanitaire, et puis il n'y a pas de véritable suite à son examen. Si on dépiste que l'enfant est peut-être un peu sourd par le personnel de l'unité sanitaire, on n'est pas toujours sûr que c'est vraiment dit aux parents, que les parents s'en occupent et que c'est vraiment une suite. Et si jamais l'enfant est sourd, ben, on le soigne aussi. Et qu'on le soigne jusqu'à temps qu'il soit mieux, autant que possible, évidemment, pour autant que c'est possible. Alors, la continuité des soins, ça fait partie, évidemment, de la qualité des soins. Aussi, des soins qui soient complets. Dans une région comme la nôtre, on doit avoir un réseau de services de santé et des services sociaux qui recouvre, en général, on ne peut pas avoir tout, comme à Montréal ou Québec, mais qui recouvre la gamme des soins ou des spécialités médicales qu'on peut s'attendre dans une région comme la nôtre de 300 000 habitants à peu près. Donc, des soins un service soit complet. Par là, dans le but d'améliorer la qualité des soins. Il faut, comme on l'a dit tantôt, concentrer les services spécialisés puis les services ultra spécialisés pour être bien sûr qu'on a la qualité. Si on ouvre dans la province de Québec, on nous l'a signalé aussi à plusieurs reprises, dans la province de Québec, on a des institutions qui ont la bombe de cobalt, par exemple. On a 2 ou 3 fois plus dans la province de Québec des institutions qui ont la bombe de cobalt par rapport aux institutions de l'Ontario, qui est pourtant une province, vous savez, plus riche que nous. Ils ne sentent pas le besoin, eux, d'avoir, je ne sais pas moi, 50 hôpitaux qui ont une bombe de cobalt, alors que nous, on est plus petits, puis on a peut-être une trentaine d'hôpitaux, voyez-vous. Les autres, il y en a peut-être une vingtaine d'hôpitaux qui ont ça. Nous, on a une 30 à 40 hôpitaux qui ont ça. Donc, la qualité des soins en concentrant les services spécialisés pour avoir du bon personnel, pour avoir du bon équipement, puis pour donner des bons services. Le troisième objectif à atteindre, on l'a parlé tout à l'heure, humaniser les soins. Là, on met beaucoup l'accent sur un CLSC, par exemple. Il faudra qu'il y ait